Bon, Ça y est, est-ce qu'on peut commencer? j'ai lancé l'enregistrement là. C'est Bon, parti. c'est bien. Oui, d'accord. Eh bien, on va commencer. Alors, je vais demander à tout le monde de couper son micro. Pour couper le micro, il faut aller en bas à gauche de l'écran pour couper le micro, pour qu'on n'entende pas de bruit parasite. Là, je pousse. Contrôle la distance. Regarde un coup sur chaque personne. Oui, il y a encore des voix. Hein. Ah bon. Demander. Non, 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 c'est bon. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Ministre illustratrice britannique anglaise. Oui, alors. Vous m'entendez? Oui, alors Nicole, tous les micros ne sont pas coupés. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que tu ailles sur chaque image et couper toi-même les micros de ceux qui l'ont encore en route. Quand c'est muet, ça veut dire Voilà, le mien, il est coupé. Hein, je le coupe. Donc, je vais me. Voilà. De l'épine, il a coupé, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai coupé. Bon, Christine. Christine, je ne peux pas couper, tu vois. Je ne peux pas couper, Christine. Non, Bon. mais peut-être. Et alors, au fur et à mesure, Nicole, tu n'oublies pas, s'il y a encore des gens qui arrivent, il faut les admettre, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Donc, moi, je me tais et puis je te laisse. Bon, eh bien, nous allons commencer, si tout le monde entend bien. Je vais vous présenter donc le carnet de voyage de Marianne North aux Seychelles en 1883-1884. Non, ça me fait avancer mon truc là. C'est une anglaise. Il y a un œil de travers comme Macron. L'œil droit aussi, à gauche. Donc, je vais commencer par vous parler de Marianne North. Alors, Marianne North a 41 ans, dont 14 années passées à prendre soin de son père veuf, a décidé de partir découvrir le monde pour peindre la flore des pays lointains. Elle emporte dans ses bagages un chevalet, des toiles vierges, une pleine malle de carnets, de plumes, de pinceaux, d'encre et d'huile. Alors, voici Marianne North, à peu près à l'âge de 40 ans. C'est une Anglaise. Elle est née à Hastings Lodge, à Hastings, ici, dans le sud de l'Angleterre, le 24 octobre 1830. Elle est l'aînée d'une famille de propriétaires terriens très fortunés. Son père, Frédéric North, est député du canton de Hastings. Sa mère, Lady Jane, est une aristocrate, fille de Sir John Marjoribanks, premier baron de Hastings, dans le comté de Berwick, et également membre du Parlement. Marianne North reçoit une éducation de jeune fille de la bonne société anglaise, danse, piano, latin, et suit une formation de chant avec la célèbre contralto Charlotte Helen Stanton Dolby, mais sa voix l'a trahie et elle doit abandonner le chant. Son père s'intéresse à la botanique et fait même construire des serres. À partir de 1850, elle suit des cours de peinture florale avec deux grandes artistes dans ce domaine, Magdalene von Fauwinkel, puis Valentine Bartholomew, qui est peintre de fleurs de la reine Victoria. Elle bénéficie, grâce à son père, d'un large réseau de relations sociales dans les milieux scientifiques et artistiques anglais, en particulier dans le petit monde de la botanique.
Elle est en contact régulier avec Sir William Hooker, qui est directeur des jardins botaniques royaux de Kew depuis 1841. Elle est en relation aussi avec George Bentham, un des plus importants systématiciens du XIXe siècle, qui publiera Flora Australiensis de 1863 à 1878, ou encore Édouard Lear, qui est réputé pour ses dons d'illustrateur. En 1837, suite aux leçons qu'elle prend avec le peintre australien Dolling, elle abandonne l'aquarelle et se perfectionne dans les techniques de la peinture à l'huile. En 1855, Lady Jane, sa mère, meurt et lui fait promettre de ne pas quitter son père. Marianne tient parole, elle l'accompagne dans tous ses voyages et prend soin de lui pendant 14 années. Elle reste en contact régulier avec Sir William Hooker et alors que ses sœurs font de bons mariages, elle est réfractaire à cette idée. Elle considère le mariage avec horreur et là je vais laisser la parole à Christine. Le mariage selon Marianne North, terrible expérience qui transforme les femmes en domestiques de haut rang. Elle préfère le rôle de confidente et compagne de son père veuf. Dont elle partage la passion pour les voyages et la botanique. Celui-ci meurt en 1869. Pendant près de 40 ans, il a été mon seul ami et compagnon. Et maintenant, je dois apprendre à vivre sans lui et remplir ma vie avec d'autres centres d'intérêt du mieux que je pourrais. Alors, à la mort de son père, elle va louer une maison à Kingston sur la Tamise. Alors, voici la Tamise et voici Londres. Et sa maison se trouve juste à côté des jardins royaux botaniques de Kew. C'est à 7 km. Elle passe 5 mois à peindre les fleurs exotiques des jardins botaniques de Kew et elle dit « J'étais en extase, ne sachant pas quoi peindre en premier. » Mais rapidement, elle s'aperçoit que le climat de Londres ne lui convient pas, les soirées mondaines non plus, et les serres ne lui suffisent plus. Elle décide de partir. Son départ pour les États-Unis en 1871, suite à l'invitation d'une amie à l'accompagner, va marquer le début d'une liste impressionnante de voyages. Elle voyage en 71-72 au Canada, aux États-Unis et à la Jamaïque. Enfin aux Antilles, la veille de Noël. J'avais longtemps rêvé d'aller dans un pays tropical pour peindre sa végétation particulière sur place, dans la luxuriance de l'abondance naturelle. Grâce aux anciennes relations de son père, elle obtient des lettres d'introduction pour les ambassadeurs, les vice-rois, les rajas, les gouverneurs et les ministres du monde entier. Elle est munie de toutes les lettres de recommandation imaginables, de tous les appuis logistiques et diplomatiques, mais n'en abuse pas. Elle est accueillie partout, mais préfère échapper aux mondanités pour être libre. Elle ne vit pas dans les palais, mais dans des endroits retirés. Pour atteindre ses sujets, elle n'hésite pas à marcher en pleine nature, lourdement chargée, à escalader des falaises au milieu des insectes. Parfois, elle doit camper à la dure ou même dormir à la belle étoile. Je suis sortie par la fenêtre et suis allée à l'écurie. Tout dormait aussi et le soleil se levait en pleine gloire. Je ne pouvais pas perdre de temps. Aussi, j'ai pris mon matériel de peinture et je suis partie finir mes croquis. J'ai plein de cartes que j'avais achetées. Je trouve il y en a, il faudra que je rechange. Je sais pas qui fait
Kew Garden, c'est vrai que j'y suis allée avec François du Poisson quand on était allé en Angleterre. Bon, j'entends quelqu'un qui parle là, il faudrait couper le micro. Je suis... Non. Elle voyage souvent seule, car elle trouve ses compagnons de voyage trop ennuyeux. Elle arpente les terrains les plus inhospitaliers de la planète à la recherche de plantes rares et belles, voire inconnues. Après son voyage à la Jamaïque, elle retourne en Angleterre pour 2 mois, puis repart pour les jungles du Brésil, où elle va rester 8 mois et réaliser plus de 100 peintures. La plupart dans une cabane en forêt. En août 1875, après quelques mois à Tenerife, elle commence un périple autour du monde et pendant 2 ans, elle traverse l'Amérique, peint la flore de Californie, du Japon, de Singapour. Sur le retour, elle visite Bornéo et Java. Elle apprécie particulièrement cette île, y séjourne longtemps et y peint 65 tableaux. Elle se rend dans le jardin botanique de Buitenzorg, son souci en néerlandais, ancien nom de Bogor. Son hôtel n'est qu'à 1/4 d'heure à pied du jardin, où elle peint tous les jours, mais seulement le matin, car l'après-midi, il tombe des trombes d'eau. Il y avait une infinité d'espèces, toutes sortes de rotins, de palmes, de pins, sans oublier ces arômes si curieux qui ont le singulier pouvoir d'émettre de la chaleur. Tous les plus beaux nénuphars du monde étaient réunis là sur un lac, devant le palais bâti au milieu du jardin. Le directeur avait la gentillesse de demander que l'on me cueille les spécimens que je voulais peindre. Les palmiers, à eux seuls, auraient pu m'occuper une vie entière. Elle se rend ensuite en 1816 à Ceylan, où elle peint 16 tableaux. À Candy, Marianne visite les jardins botaniques de Peradenia en compagnie du docteur Thwaites, directeur des jardins depuis près de 30 ans. Il a planté lui-même la moitié de Peradenia et peste contre les inventions du jardinage moderne, comme ces plates-bandes qu'on voudrait lui imposer. Il entend bien résister et ne rien changer à la disposition des arbres regroupés de la façon la plus pittoresque et couverts de plantes grimpantes, dans une confusion naturelle et charmante. Les bambous géants d'Androcalamus giganteus qu'elle a peint en 1877 sont toujours visibles de nos jours. Elle retourne brièvement en Angleterre en février 1877, reçoit l'empereur et l'impératrice du Brésil en visite privée, venue voir ses tableaux dans son appartement de Victoria Street. 6 mois plus tard, ses bagages à peine défaits, elle repart pour l'Inde. Elle y reste 15 mois et peint plus de 200 tableaux, principalement de plantes. Sur les conseils de Charles Darwin, alors ça c'est Marianne North à Ceylan. Et voici un portrait de Charles Darwin, qui était un ami de son père, qu'elle admire. Elle se rend en Australie en 1880. Elle arrive en juillet à Brisbane, dans le Queensland. Dans les 6 mois suivants, elle visite tous les États, parfois seule, parfois avec une compagne de voyage. Les lignes de diligence, Cobb & Compagnie, étaient si fières, la ligne de diligence était si fière de transporter des dames non accompagnées qu'elle télégraphiait au préalable à toutes les haltes pour que l'on y tienne prête une portion de bœuf supplémentaire. Elle se rend à Perth par la mer et termine par Albany en novembre. Elle peint 23 tableaux pour la seule Australie occidentale. Ses peintures de Banksia attenuata, Banksia grandis et Banksia robur sont remarquables. En Australie, elle rencontre Marianne Ellis Rowan, 1848-1922, une talentueuse artiste d'histoire naturelle qui a fait ses preuves de son côté. Elle lui enseigne la peinture à l'huile. Elle se rend aussi en Nouvelle-Zélande et en Tasmanie. À son retour à Londres, en 1879, elle expose ses dessins et croquis réalisés en Inde pendant 2 mois dans une galerie de Conduit Street. L'accueil enthousiaste du public et sa popularité nouvelle l'incitent à exposer sa collection de façon permanente aux jardins botaniques royaux de Kew. Pour ce faire, elle propose au directeur, le 11 août 1879,
Sir Joseph Dalton Hooker, qui a succédé à son père William en 1865, de faire don de ses tableaux et de faire construire une galerie à ses frais. Voici la lettre qu'elle lui écrit pour faire cette proposition. Cette offre est acceptée et la construction, conçue par son ami l'architecte James Ferguson, 1808-1886, historien de l'architecture, démarre dans l'année. Elle est inspirée de constructions coloniales que Marianne North a admirées en Inde. Alors, voici donc la galerie que nous avons visitée avec Christine, que vous voyez ici, par une très belle journée de février. Marianne North prend une année sabbatique pour organiser ses peintures dans la galerie, dans un ordre toujours inchangé aujourd'hui par région géographique. Alors, cette galerie contient des études d'après nature peintes par elle-même dans beaucoup de pays et ces peintures ont été données en 1882 à ces jardins par Marianne North. Alors, la galerie Marianne North se trouve ici au sud du jardin. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que c'est la galerie North qui se trouve au nord. Alors, vous voyez, le jardin est au bord de la Tamise. Et voici l'intérieur de la galerie. Alors, ici, c'est la première salle. Et vous voyez ici le lambris qui est composé d'une collection de bois de 246 essences récoltées lors de ses voyages. La galerie ouvre le 7 juin 1882. À l'ouverture, elle ne compte qu'une salle qui présente 627 tableaux. Alors, ici, on voit la deuxième salle qui a été construite après. Alors, le public britannique, friand des paysages et des merveilles naturelles de l'Empire, découvre les peintures de Marianne North, où, cadre contre cadre, sont disposées ces peintures aux couleurs vives de fleurs, de paysages, d'animaux et d'oiseaux. Alors, voici ici la partie qui est consacrée aux Seychelles et que nous allons détailler tout à l'heure. Non, c'est jeté trop vite là. C'est encore pire. Je sais plus ce que je dois faire. Bon. L'Afrique est le seul continent qui manque à ses voyages et donc à sa galerie. En août 1882, elle refait ses bagages pour poursuivre la mission qu'elle s'est proposée. À son retour d'Afrique du Sud, en juin 1883, une pièce est ajoutée à l'arrière de sa galerie. Voilà, alors là, on est dans la deuxième pièce qui a été ajoutée. Elle se rend en septembre 1883 aux Seychelles. Et c'est ici la pièce là où on va trouver les tableaux des Seychelles, 43 tableaux, avant de rentrer chez elle en janvier 1884. Sa santé décline depuis sa quarantaine aux Seychelles. Elle souffre de rhumatisme, de paranoïa et de surdité. Elle parvient tout de même à effectuer un dernier voyage au Chili qu'elle doit abréger en 1885. Sa sœur nous le confirme. Sa santé s'était détériorée, ses nerfs étaient en partie touchés, mais son courage était toujours là. Jusqu'à ce qu'elle ait complètement terminé la tâche qu'elle s'était fixée et qu'elle ait peint sur le terrain
l'étrange forêt de l'Amérique du Sud-Ouest, elle ne s'est accordé aucun repos. Alors, il est évident que pour elle, les grands voyages sont terminés. À son retour, elle s'installe définitivement à Ardeleigh, ici, toujours dans le sud de l'Angleterre. Et voici sa maison à Ardeleigh, où elle se consacre à l'aménagement d'un jardin exotique, mais aussi de plantes locales. Elle rédige ses mémoires et reçoit de nombreux amis. La voici âgée sur le seuil de sa porte. Sa santé est toujours défaillante et elle meurt le 30 août 1890. Elle n'a pas tout à fait 60 ans quand elle meurt, mais sa vie a été bien remplie. Elle aura peint en tout 832 tableaux, tous réalisés en 13 ans de voyage autour du monde, représentant plus de 900 espèces de plantes. Si elle n'a pas été la plus téméraire des voyageuses à son époque, elle est sans doute celle qui a parcouru la plus grande distance autour du monde. Ses biographes estiment qu'elle a sans doute bouclé l'équivalent de 2 tours du monde en mettant bout à bout tous les trajets qu'elle a effectués. Sa galerie est la seule exposition permanente dédiée à une femme artiste en Grande-Bretagne. C'est toujours l'une des attractions les plus populaires des jardins botaniques de Kew. Ses mémoires détaillées ont été éditées par sa sœur Catherine North Simmons et publiées en 2 volumes en 1892. Alors, voici le volume 1. Voici le volume 2. Ces 2 éditions ont eu un tel succès populaire qu'un volume supplémentaire a été publié l'année suivante. Et c'est un volume qui concerne les premiers voyages que Marianne North a fait en compagnie de son père. Ah, ben, ma voix, on a un peu de bout machin, parce que Nicole a donné un peu de rougaille mouru. Bon. Ouais, elle a donné. Mirose, je t'entends parler. Oh, pardon! Sorry! Ces mémoires détaillées ont été... Non, ça j'ai déjà dit. Active. Marianne North peint les plantes sur place. Elle choisit de peindre à l'huile plutôt que de réaliser des aquarelles qui, selon elle, auraient été un mauvais choix de technique à cause de l'humidité des lieux où elle peint. En effet, ses peintures se sont très bien conservées, même si certaines de ses œuvres sont en cours de restauration. Le rendu des couleurs est époustouflant, sa technique est rapide. Après une esquisse à la plume et à l'encre, elle appose la peinture directement du tube. La plupart de ces tableaux ont été réalisés en moins d'1 jour. Ce sont donc des plantes fraîches, voire en terre, qui sont représentées. Les couleurs sont presque plus vives que nature. Ces dessins révèlent l'œil de l'artiste et la richesse de sa palette. La précision scientifique avec laquelle elle illustre les plantes du monde entier, avant la photographie, confère une valeur permanente à son œuvre. Si Marianne North a peint des écosystèmes, les détails sont rigoureusement représentés car elle maîtrise l'identification des plantes et de leur taxonomie. C'est en cela l'œuvre d'une naturaliste éclairée. Beaucoup de ces tableaux ont été réalisés dans des jardins botaniques tropicaux, dont nous avons ainsi de beaux instantanés en couleurs. Marianne North a été guidée et conseillée par leur directeur. Elle a aussi été influencée par Charles Darwin, dont je vous montre un nouveau portrait. Celui-ci s'intéresse depuis 1860 aux plantes carnivores. Grâce à un réseau de botanistes de terrain, dont Joseph Hooker, ami de longue date, Charles Darwin a pu observer vivantes et cultiver un certain temps, au moins dans son orangerie, bon nombre d'espèces exotiques, les autres espèces ayant été étudiées sur herbier. Il publie en 1875 un livre sur les plantes insectivores. Nul doute que sous son influence, Marianne North s'est particulièrement intéressée aux plantes carnivores en dessinant 7 espèces de Nepenthes, 2 aux Seychelles, qu'on verra tout à l'heure,
4 à Bornéo, et c'est l'espèce de Bornéo, là c'est une espèce géante, et une en Afrique, une à Ceylan, 2 Sarracenia, une Darlingtonia et une Dionée en Amérique du Nord, 2 Drosera en Afrique du Sud et Cephalotus follicularis et plusieurs espèces de Drosera en Australie. Aux Seychelles, elle raconte qu'elle essaie de voir les racines des Nepenthes, certainement pour vérifier que ces plantes ne se contentent pas d'une nourriture organique. Sans être allée à Madagascar, Marianne Norse a peint en Afrique du Sud Angrecum sesquipedale, l'étoile de Madagascar, une orchidée découverte au début du XIXe siècle par le botaniste du Petit Thouars et nommée en 1822. Cette espèce a longtemps excité l'imagination des botanistes qui s'interrogeaient sur la longueur extraordinaire de l'éperon, long de 29 cm, qui pend sous le labelle et ne contient du nectar qu'à son extrémité. Quel insecte peut bien récolter ce nectar? En 1862, Charles Darwin publie un ouvrage sur la biologie des orchidées. Il n'hésite pas à émettre l'hypothèse de l'existence d'un papillon muni d'une trompe longue de 29 cm à Madagascar, tollé général du monde scientifique. Mais ce lépidoptère a été découvert et décrit en 1903, 41 ans après la prédiction de Darwin. De nos jours, les notes et les peintures de Marianne Norse sont toujours une source d'information irremplaçable pour les botanistes. Elles fournissent un instantané unique des plantes et de leur habitat naturel et aussi de la composition des jardins botaniques à la fin du XIXe siècle. Certaines des plantes peintes étaient encore inconnues de la science à l'époque. Les illustrations faites par Marianne Norse les ont portées à la connaissance de la communauté scientifique. 4 espèces ont été nommées en son honneur. Joseph Dalton Hooker lui a dédié Nepenthes norsiana, c'est-à-dire le Nepenthes de Marianne Norse, de Bornéo en 1881. Dans ses mémoires, dont la première édition est illustrée en couverture par Nepenthes norsiana, l'exploratrice relate ainsi sa découverte. Mr. E est parti explorer une montagne aux alentours et m'a rapporté de magnifiques spécimens de lianes de la plante carnivore, la plus grande de toutes, que j'ai disposée sur la balustrade du balcon. J'ai peint la plus grande et ce tableau a incité Sir James Henry Veitch à envoyer un collecteur pour en rapporter les graines, dont il a ensuite cultivé des individus. Sir Joseph Hooker a baptisé cette espèce Nepenthes norsiana. Les urnes de cette plante carnivore mesurent souvent 1 pied de longueur et sont abondamment recouvertes de taches de couleur pourpre. Alors, Sir Joseph Hooker lui a également dédié Areca norsiana du Queensland, Crinum norsianum, également de Bornéo en 1882. Et c'est le botaniste John Gilbert Baker, 1834-1920, de l'herbier de Kew, qui a nommé Kniphofia norsiae d'Afrique du Sud en 1883. Le genre Norsia lui a été dédié également par Joseph Dalton Hooker en 1884. Voici donc cet arbre Norsia. Alors c'est un honneur plus grand parce que un genre va regrouper plusieurs espèces. Alors Marianne Norse avait bénéficié de noms d'espèces, mais là il s'agit du nom d'un genre. C'est donc un honneur plus grand qui lui est fait. Le guide officiel de sa galerie a été publié en 1914. Le volume 1 de ses mémoires a été réédité en 1993. Ces mémoires ont été traduites en portugais et même en japonais.
et surtout, plusieurs beaux livres ont été consacrés à Marianne North et à son œuvre peinte. Alors, voici par exemple le premier, qui a été édité en 1980 et réédité ensuite en 1993. Un autre, édité en 1990. Un autre, édité en 2011. Un autre qui a été réédité, alors édité en 2011 et réédité en 2016. Ici, c'est un DVD qui a été édité je ne sais pas quand. Ici, un livre en portugais qui lui est consacré au sujet de son voyage au Brésil. Ici, un livre en espagnol consacré à son dernier voyage au Chili. Et ici, un livre en anglais consacré à son voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, voici le seul livre qui lui a été consacré, ainsi qu'à une autre artiste, Margaret Mee, en français, donc, exploratrice intrépide. Alors, les tableaux que je vais vous présenter, ou d'autres tableaux, vous pourrez les trouver sur ce site. Vous tapez Art UK, Marianne North, et vous pouvez voir les tableaux de Marianne North sur Internet. Alors, il est temps maintenant d'aborder le sujet de ma conférence qui concerne donc le carnet de voyage aux Seychelles qu'elle a effectué donc du 13 octobre 1883 à janvier 1884. Alors, il s'agit d'un carnet de voyage fictif. J'ai simplement rapproché des parties, des extraits de son journal de certains tableaux qu'elle a peints aux Seychelles. Alors, voici la liste des tableaux qu'elle a peints aux Seychelles. Voilà. Et son journal, eh bien, se trouve dans le chapitre 15 qui concerne les îles des Seychelles. Alors, elle est arrivée aux Seychelles en provenance de Marseille, donc à Victoria, la capitale de cette île, l'île principale des Seychelles, Mahé. Et ensuite, elle a visité Mahé. Ensuite, elle s'est rendue à Praslin. De là, elle a gagné Curieuse. Puis, elle est allée à Aride. Elle a retrouvé Praslin. Elle a fait un petit voyage à la digue. Et ensuite, de Praslin, elle est revenue à Mahé. Et là, à Mahé, suite à une épidémie de variole, elle a dû effectuer une quarantaine dans une petite île au large de Mahé afin de reprendre le bateau pour rentrer chez elle en Angleterre. Voici donc la partie qui concerne Mahé. J'ai débarqué le 13 octobre à Mahé à l'aube. Mahé occupe les deux côtés d'une magnifique baie parsemée d'îles, dominée par des montagnes d'environ 1000 mètres d'altitude. Alors, voici une vue qui domine Victoria, la capitale de Mahé, avec quelques îles au large. L'après-midi même, je me rends à pied de l'autre côté de l'île après avoir gravi un petit col. L'île était excessivement belle. Canneliers et girofliers y poussaient à foison, mais la population est trop paresseuse pour cueillir les clous de girofle, et j'écrasais sous mon pied les fruits pourpres des girofliers qu'on avait laissés mûrir et qu'on laissait tomber des arbres, personne ne s'étant soucié de ramasser les boutons à la bonne saison. Les canneliers et les girofliers faisaient de 4 à 6 mètres de haut. Chaque feuille, chaque bourgeon était d'un vert tendre, les jeunes feuilles du rose le plus délicat. Voici donc le tableau qui illustre ce texte. Alors, voici ici un giroflier.
vous avez ici les boutons de fleurs qui sont les clous de girofle que l'on récolte normalement. Voici les fleurs épanouies. Et puis ici, les fruits du giroflier. Ces fruits, lorsqu'on ramasse les boutons de fleurs, normalement, ne doivent pas se former, mais Marianne Norse dit que là-bas, les créoles sont si paresseux que les fruits se forment et tombent sous ses pieds. Et puis ici, vous avez un cannelier. Et vous voyez ici le relief de l'île principale, Mahé. Voici ici un cannelier. Voilà, un cannelier. On reconnaît les feuilles de cannelle à ces 3 nervures ici qui partent à peu près du même point et aux jeunes feuilles qui sont un petit peu roses. Je fis ma première expédition avec Mr. E à la recherche du cocotier à 6 têtes de l'autre côté de la crête de l'île, sur le littoral sud, montant puis redescendant d'une baie à l'autre. Elles sont séparées par des rochers érodés et rainurés par l'eau, entassés les uns sur les autres sur leurs fondations de corail. L'arbre à la recherche duquel nous étions avait une malformation hideuse, mais était un bon prétexte pour faire une promenade des plus agréables. Alors, voici le cocotier à 6 têtes. Vous voyez, il possède ici des ramifications qui sont anormales et c'était un but de promenade. Alors, vous voyez ici donc les blocs de granit érodés dont parle Marianne Norse et le littoral. L'autre expédition en chaise à porteur eut lieu en compagnie du directeur du service des forêts, qui me conduisit jusque dans les hauts de l'île par la seule bonne route qui montait vers quelques rares maisons de campagne de Mahé, devant lesquelles la forêt naturelle avait déjà commencé à disparaître. Là, pour la première fois, je vis de vénérables palmiers sauvages et des pandanus. Alors, voici ici des pandanus et puis ici quelques palmiers sauvages. Et il faut remarquer que Marianne Norse est déjà sensible à l'environnement et qu'elle déplore que la forêt commence à être détruite pour l'urbanisation. Voici d'autres photos de pandanus et puis ici derrière un palmier. Voilà. Ici des palmiers, différents palmiers des Seychelles devant un sommet. Voilà, des palmiers des Seychelles. Voilà un autre tableau qui montre à nouveau différents pandanus dans le paysage et derrière en arrière-plan le relief des Seychelles. Ensuite, elle va gagner l'île de Praslin. Le 22 octobre, j'embarquai pour Praslin dans le petit bateau à voile du gouvernement et après 3 ou 4 heures sans vent, nous avons franchi en nous traînant les 25 miles marins et à minuit, par un magnifique clair de lune, nous avons pris place dans le petit bateau du docteur H. Alors, voici l'arrivée à Praslin. Donc, c'est au clair de lune. Le voyage a duré longtemps et on voit ici l'île principale de Mahé. Et ce que vous avez ici, c'est un parc où on garde les tortues marines vivantes avant de les manger. Et ici, vous avez un cocotier. Nous passâmes vraiment d'agréables moments à Praslin avec les H dans leur belle maison neuve. Elle n'était pas à plus de 100 mètres de la mer et était ombragée par de gros manguiers et d'autres arbres. On ne pouvait entreapercevoir les eaux bleues de la mer qu'à travers leurs branches, et ces eaux à midi étaient d'une couleur aussi intense qu'un saphir. Alors, voici la maison des H. Vous voyez, ce sont des maisons couvertes de palmes de cocotiers ou de palmes. Et puis, c'est une maison de l'époque, bien aérée, une maison créole bien aérée, au milieu sous les manguiers qu'on voit ici, partout. Là, ce sont des manguiers. Le lendemain de mon arrivée,
Mr. H m'emmena en bateau sur la côte est de Praslin. Nous longeâmes au plus près la côte et ces gros rochers de granit rose saumon aux formes fantastiques que la glace ou la chaleur avaient rainurés et éclatés. Alors, voici ces magnifiques rochers de granit rose, très célèbres aux Seychelles, voici. Et puis, sur le littoral, on reconnaît ici des filaos, des cocotiers, et puis ici, probablement, du manioc bord de mer. Sur les rochers, vous voyez de nombreux crabes, et puis ici, des oiseaux marins. Ici, une autre vue du littoral avec ces gros blocs de granit rose. Et ici, un arbre qui pousse sur les littoraux de l'océan Indien, plus trop à La Réunion, mais qu'on trouve encore aux Seychelles ou à Madagascar. Voici une photo qui a été prise à Madagascar. C'est un cordia. Voici les blocs rainurés dont parle Marianne North. Oh, bien entendu, ce n'est pas l'action de la glace, hein, c'est l'action de l'eau de mer ou de l'eau de pluie. Ensuite, Marianne North va gagner l'île de Curieuse. L'île de Curieuse se trouvait à une demi-heure à la rame. C'était la seule autre île où le coco de mer pousse à l'état sauvage. Le voir et le peindre était le grand objectif de ma visite. Des collines couronnées de roches d'un rouge-violet intense dominaient le tout et entre elles des forêts où les palmes du fameux coco de mer luisaient comme des étoiles d'or. Pour finir, nous avons hissé une voile et avons accosté dans la vallée des cocos de mer. Bien qu'aussi large que celle du vieil Hastings, presque partout s'y trouvaient les immenses types bien droits et l'éclat au reflet d'or des palmes du géant. Cela semblait presque trop beau pour que je réalise que je l'avais vraiment atteinte. Alors voici la vallée des cocos de mer qu'on appelle aussi coco-fesses, plus familièrement. Alors voici ces palmiers géants et ici les palmiers femelles qui portent les noix de coco doubles et ici un peu plus grand, un coco de mer mâle avec ses inflorescences mâles ici. Et vous voyez, c'est une vallée où l'essentiel de la végétation est constitué par ces cocos de mer. Alors, voici ici la photographie d'un coco de mer femelle qui porte une grande quantité de coco-fesses. Le sous-bois était épais et nous ne nous étions mis en marche qu'assez tard. Ainsi, je ne pus faire qu'un seul croquis rapide d'un individu chargé de fruits. 25 noix mûres et des quantités d'avortés, comme de gigantesques glands d'acajou. L'enveloppe externe est verte et en forme de cœur. Seule l'enveloppe interne est double et pleine d'une gelée blanche en quantité suffisante pour remplir la plus grande des soupières. Alors, voici la peinture de Marianne North qui représente un coco-fesse, un coco de mer, plus ou moins ouvert. Ici, vous avez l'enveloppe verte. Ici, la partie dure, comme sur une noix de coco. Et à l'intérieur, la partie qui est plus ou moins, qui a la consistance d'une sorte de gel. Et ici, au premier plan, vous avez l'inflorescence mâle avec les fleurs qui portent les étamines. Alors, voici la photo qui montre un coco de mer mâle avec ses différentes inflorescences. Les pieds mâles sont plus hauts que ceux qui portent les fruits et ils peuvent atteindre 30 mètres. Leur inflorescence fait souvent 1 mètre de long. Les énormes frondes en éventail des deux sexes sont raides et luisantes, d'un vert doré intense, différent de celui des autres palmiers, excepté le cocotier. Voici un détail où on voit un coco de mer femelle avec les noix nombreuses. En marron, ici, ce sont les noix qui ont avorté, que Marianne North compare à des glands d'acajou. Et ici, le mâle avec ses inflorescences. Et vous voyez que le mâle est plus haut que le coco de mer femelle.
Le bateau devait nous attendre de l'autre côté de l'île et nous remontâmes la vallée dans laquelle il y avait peut-être 1 millier de palmiers géants. Mais nous ne pouvions nous arrêter et je ne pus jamais revenir. Nous y vîmes quelques rares oiseaux, dont des veuves avec leurs longues queues, et aussi un foudie rouge et ses femelles de couleur marron. Les créoles ont chassé presque tous les oiseaux. Alors ici, vous avez le foudie qu'on appelle cardinal ici à cause de sa couleur rouge. Un couple de merles a construit un nid tout près de la maison et y a pondu. Voici le merle des Seychelles. Alors il ressemble beaucoup à notre merle pays avec sa petite huppe. Et le merle des Seychelles a le bec orange, à la Réunion il est jaune, et l'iris brun, alors qu'à la Réunion il est blanc. Il y avait aussi 2 martins, tout à fait semblables à ceux de l'Inde, avec un bec et des pattes jaunes. Ils étaient très effrontés, venaient se percher sur les chaises de la véranda, chasser les coqs et les poules, défier les chiens en sifflant sans répit et crier « Toby, Toby, Toby !» jusqu'à ce que le chien s'enfuit à moitié fou. Alors voici les martins, exactement les mêmes que ceux de la Réunion, hein, puisque ce sont des oiseaux exotiques qui nous viennent de l'Inde en particulier, enfin de l'Asie. Et puis ici, vous reconnaissez le manioc bord de mer. Un pauvre vieil Anglais y habite. Il en a épousé l'héritière. Il loge dans une vieille maison qui n'a pas été modifiée depuis 2 générations et qui est pittoresquement délabrée. Une double bordure de grands lys ou crinums orne la route qui y conduit depuis le rivage sur une bonne centaine de mètres. Alors voici les crinums. C'est une sorte de lys. Voici la photo correspondante. Il y avait beaucoup de ces arbres sur l'île de Curieuse. Un sentier qui conduisait à l'un des plus grands avait été tracé. Je grimpais sur un amas de roches qui se dressait derrière celui-ci et me perchais à son sommet. Mes amis m'ont confectionné un repose-pied appuyé sur une pierre en contrebas hors de ma portée. Je plaçai mon chevalet sur l'une des larges frondes en éventail et je pus dessiner toute la masse de fruits et de boutons en parfaite sécurité, à ceci près que la moindre crampe ou le moindre faux mouvement aurait signifié ma faim et celle de mon croquis. Des lézards d'un vert brillant passaient en flèche tout le temps à la fois sur le modèle et sur le dessin, rendant les feuilles et les noix plus ternes par contraste. Alors voici le dessin montrant les noix à maturité. Les noix ici toutes jeunes ou alors avortées. Et si vous regardez bien, vous voyez des lézards verts ici, 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 là encore, ici. Et voici la photo correspondante avec des lézards verts qui sont ici sur les inflorescences mâles. Au-dessus de ces palmiers et des gros rochers, on trouve entortillées de longues tiges sans feuilles, vertes et serpentiformes, de Vanilla phalaenopsis, dont les extrémités pendantes se relèvent avec 2 feuilles lancéolées, juste sous la grappe de boutons et de magnifiques fleurs blanches. Voici donc la vanille sauvage des Seychelles. C'est une vanille qui n'est pas cultivée, qui n'est pas exploitée non plus. Alors, la vanille, c'est une orchidée. On connaît ici de belles fleurs d'orchidée. Et c'est une vanille qui n'a pratiquement pas de feuilles. Une autre belle orchidée, Angrecum eburneum, pousse sur les collines de Mahé et ses 2 fleurs sont les seules fleurs indigènes réellement belles que j'ai vues dans ces îles, les autres étant plus ou moins introduites, principalement des Indes orientales et occidentales et de Madagascar. Alors voici cette orchidée, c'est la petite comète qui existe aussi à La Réunion et qui va bientôt fleurir. Alors Marianne Norse est sensible au fait que les fleurs locales, sauf ces 2 orchidées, la vanille et cet angrécum, sont plutôt quelconques
et que la plupart des belles fleurs sont des fleurs introduites, comme ici à La Réunion. Sur le littoral, les grands tatamacas sont très beaux. Leurs troncs sont couchés sur le sable, leurs grandes branches se déploient au-dessus vers la mer et portent des feuilles d'un vert luisant comme celles du caoutchouc. Mais à la différence de ces ficus, elles ont d'énormes bouquets de fleurs blancs pures, ainsi que des tiges avec un cœur rose à moitié caché parmi les étamines dorées. Certaines fleurs ont des cœurs verts ou jaunes. J'imagine que sans doute ce sont des fleurs mâles. Ces arbres ont un parfum très doux et font le délice des abeilles. Ce sont des gutifères appelés calophyllum, inophyllum par les botanistes, qui renferment de précieuses huiles et gommes qui ne demanderaient qu'un peu d'énergie pour être valorisées. Alors voici le dessin, la peinture faite par Marianne Norse du Takamaka. Alors vous voyez les fleurs ici, les fruits qui contiennent une amande qui renferme une huile qui est effectivement utilisée en médecine à Tahiti ou encore à Madagascar. Et puis les feuilles qui sont très régulièrement nervurées. C'est pour ça qu'on l'appelle calophyllum, ça veut dire belle feuille. Et vous voyez toujours l'aspect du littoral avec les amas de blocs de granit rose. Voici une photo de la fleur de Takamaka. Et ensuite, Marianne Norse va se rendre sur l'île d'Aride. Sur l'île Aride, j'ai vu l'un de ces arbres qui s'était déchaussé et gisait le tronc couché sur le sable. C'était le seul gros arbre vert de cette île desséchée et toute la population recherchait son ombre. Alors voici cet arbre déchaussé avec la population. Alors je ne sais pas si c'est toute la population à l'époque de l'île, mais on voit que l'arbre est suffisamment grand pour que plusieurs groupes s'installent à son ombre. Ensuite, Marianne Norse retourne à Praslin. Une autre fois, ils harponnèrent une tortue à écailles ou carrettes. Alors, voici la tortue à écailles. Alors, cette tortue, c'est une tortue marine qui se reconnaît au fait que les écailles se superposent à la façon des tuiles d'un toit, l'une par-dessus celle qui se trouve en dessous. Et c'est la tortue dont on peut exploiter l'écaille pour l'artisanat. Ici, on peut observer un casier traditionnel qui est fait à partir d'écorces de bambou, par exemple. Et puis ici, les cases traditionnelles qui sont faites. Ici, on voit que ce sont des palmes de palmiers. Et puis ici, des palmes aussi, des cases qui sont des paillotes en réalité. Mrs. H avait beaucoup d'animaux de compagnie et de volailles. Les poulaillers étaient faits de plusieurs palmes de coco de mer attachées ensemble par le pétiole et tenant debout comme des tentes. Alors cette photo-là, c'est la peinture de la maison des H que je vous ai déjà présentée. Et c'est simplement pour vous faire voir les poulaillers traditionnels ici. On voit ici la basse-cour. Et voici un poulailler traditionnel actuel photographié à Madagascar sur le même principe. Un matin, le régisseur m'emmena faire une expédition de 2 heures vers une autre vallée pleine de cocos de mer, bien plus grands que ceux que j'avais vus jusque-là, ainsi que d'autres palmiers géants, des pandanus avec leurs racines échasses et de magnifiques fougères. Alors, les cocos de mer se trouvent sur 2 îles aux Seychelles, curieuses, où Marianne Norse les a déjà peints, et aussi Praslin. C'est à Praslin que se trouve la célèbre vallée de Mai où on peut les voir. Alors, voici un pandanus avec ses racines échasses. Voici une photo qui correspond à peu près à la même chose. Voici un palmier de Praslin. Un autre palmier ici, d'autres palmiers plus petits.
Voilà, la photo d'un palmier. Après avoir traversé la ravine où l'eau coulait et pris pied sur l'autre versant, nous avons vu une cascade d'une quinzaine de mètres de haut le long d'une paroi rocheuse où s'accrochaient des fougères, tombées dans un bassin au milieu de gros rochers, à moitié cachés par l'écume et les embruns. Au-dessus et tout autour de nous, il y avait d'immenses cocos de mer chargés de noix arrivées à pleine maturité ou de longues grappes de fleurs mâles au doux parfum. Ces arbres sont toujours plus grands que ceux qui portent les fruits. Alors voici la peinture de la cascade, avec ici un coco de mer mâle qu'on reconnaît à ses inflorescences, et ici un coco de mer femelle chargé de noix qui sont mûres. Après que j'ai pu faire les seuls croquis que les circonstances et l'impatience des guides m'autorisaient, nous escaladâmes l'autre versant et passâmes sous un arbre chargé de 30 noix parfaites, d'une noix triple et de très peu des habituelles petites noix avortées. De petites orchidées pourpres poussaient sur le sol parmi les fougères. C'était un bonheur de voir tout cela et un vrai supplice de devoir tout quitter pour entrer dans des clairières hideuses plantées de cacaoyers, de caféiers et de pieds de manioc. Alors, Marianne Norse va retourner ensuite à Mahé. Alors, concernant le dernier extrait, là, c'est amusant de voir que Marianne Norse se plaît beaucoup dans la nature et qu'elle trouve hideuses les plantations qui sont pourtant utiles. Pour moi, Mrs. E avait aménagé sa jolie salle à manger en chambre donnant sur la varangue, ce qui était fort gentil de sa part. La pièce avait une vue magnifique sur la baie et les hautes montagnes au lointain, avec des ombres et des nuages toujours changeants. Et au premier plan, de grandes fleurs rouges vifs en cloches d'hibiscus s'inclinaient vers moi. Alors, voici les fleurs d'hibiscus. Et puis, les paysages de Mahé, l'île principale où Marianne Norse est retournée. Alors, elle est au bord de la mer. On voit ici une baie. Et puis ici, une petite construction au bout d'une jetée qui correspond probablement à Vitoria, la capitale. Nous avions les fruits les plus délicieux en abondance. 16 gros ananas pouvaient être achetés pour 6 pence. Les mangues étaient aussi bonnes qu'en Inde, les papayes exquises ainsi que les melons. Les framboises sauvages venaient des hauts dans des paniers en forme de bateaux faits de feuilles de bananier. Ces fruits n'étaient pas bons à manger crus, mais à peine blanchis et rafraîchis, ils étaient délicieux. Nous les mangions avec de la crème le lendemain. Alors, voici une nature morte présentant quelques fruits. Alors ici, une grosse mangue. Ici, des mangues plus petites. Ici, un corosol. Et voici les framboises, entre guillemets, dont parle Marianne Norse. Ce sont des framboises qu'on trouve aussi à La Réunion, qui sont beaucoup moins bonnes que les framboises de métropole. Et ici, une graine dont nous parlerons tout à l'heure. La plupart des arbres le long de la côte étaient exotiques, comme les fleurs, hibiscus, convolvulus, alamanda, etc. Alors, voici toujours à Mahé, dont on voit en arrière-plan le paysage sous la pluie. Ici, des convolvulus, c'est-à-dire des sortes de liserons. Et ici, la vavangue, ce qu'on appelle la vavangue, avec des fruits mûrs. Alors, la vavangue qui est aussi introduite de Madagascar, comme à La Réunion. Et ici, un petit détail, on voit une guêpe qui a commencé à construire son nid, c'est une guêpe maçonne. La plante à ordalie, malgache, était chargée de fleurs blanches cireuses. À un moment, le sentier traversait un bosquet de tanguins, dont les fleurs cireuses blanches éparpillées sur le sol ressemblaient à des narcisses. Ce n'était pas encore la saison des fruits, mais on m'a dit qu'ils sont violets comme des prunes. Un seul suffirait pour tuer 20 personnes. Alors, l'ordalie, c'est un jugement, c'est-à-dire que la personne qui est suspectée doit absorber un poison. Si elle s'en sort, c'est qu'elle est innocente.
Si elle meurt, c'est qu'elle est coupable et c'est son châtiment en même temps. Voilà. Donc, cette plante à Ordalie était utilisée à Madagascar pour rendre des jugements. C'est une très belle plante avec des fleurs qui sont délicates. Et ici, on voit deux petits perroquets, petits comme des inséparables. Les crinums roses et blancs poussaient comme des mauvaises herbes le long de la côte, comme les caladiums de différentes variétés. Alors, voici les crinums, sont des sortes de lys. Et puis ici, les caladiums qu'on appelle ici les palettes de peintre. Et puis ici, on a une poule d'eau. Les poincianas faisaient tomber leurs étoiles écarlates en tas sur le sol. J'ai peint leurs perroquets qui provenaient de silhouettes. Ce sont des oiseaux curieux, difformes, avec un bec énorme et des taches jaunes et rouges mal réparties. L'un d'eux avec un anneau noir autour du cou. Ils se faisaient harceler sans se défendre par des pigeons communs qui venaient leur voler leur nourriture, tandis qu'ils bredouillaient tristement et se soumettaient. Ils étaient totalement dépourvus de réaction, ce qui s'expliquait peut-être par leur stupidité. Ils avaient un perchoir dans la varangue derrière la maison où ils dormaient et recevaient leur nourriture. Ils n'étaient pas attachés, ils allaient voler les fruits des arbres du voisinage. Alors, voici les deux perroquets. Alors, ce sont des perroquets qui sont maintenant disparus. Ils n'existent plus aux Seychelles, ni nulle part ailleurs dans le monde. Et voici les poincianas, qu'on appelle aussi petits flamboyants ici ou orgueil de Chine. Alors, ce tableau-là, c'est vraiment un tableau intéressant puisqu'il peint des oiseaux qui sont aujourd'hui disparus. Et ce tableau ne se trouve pas dans la galerie Marianne North, il se trouve dans une collection particulière. Un autre jour, j'ai vu 8 hommes traîner un filet avec beaucoup d'excitation autour de troncs blancs de 3 bancs de sardines. De 3 bancs de sardines argentées qui sautaient dans l'eau au bord de la plage. Un homme avançait devant le filet à chacune des extrémités en projetant l'eau en grandes éclaboussures vers l'arrière pour agrandir le cercle et ils remplirent des sacs entiers avec le poisson et un canot également. Alors, voici cette scène de pêche peinte par Marianne North. Le filet est ici. Et puis, les hommes qui sont ici vont le rapprocher du littoral pour emprisonner les poissons. Alors, on est toujours à Mahé avec les montagnes en arrière-plan. Et puis ici, les blocs de granit et la route qui longe le littoral. Alors ici, une scène de pêche qui a été photographiée à Madagascar il y a 2 ans. Passé ce petit bois, j'atteignis la forêt primaire, pleine de magnifiques palmiers et pandanus, avec les grands troncs blancs des capucins morts et les sidéroxylons qui dominaient tout, et j'arrivai bientôt au col, autrement dit, sur la crête, d'où je redescendis encore avant d'atteindre la colline, sur laquelle étaient bâties les écoles de la mission. Alors voici les paysages que Marianne North observe avant d'arriver au sommet. Alors toujours des pandanus ici, des cocotiers, des palmiers, pardon, et puis ici les troncs blancs là, des capucins, et puis les arbres qui dominent, les sidéroxylons. Voilà, toujours le même type de paysage avec les troncs blancs des capucins qui sont morts, des pandanus et puis différents palmiers. Depuis le sommet plat de cette colline isolée, on pouvait voir une bonne longueur d'un rivage sauvage et montagneux et quantité d'îles, quelques 600 mètres en dessous, et des vols de paille en queue. À l'arrière, le plus haut sommet de Mahé semblait nous menacer, souvent couronné de nuages, d'orages noirs comme de l'encre. Alors voici une vue de la mission dont parle Marianne North, une vue qui est prise donc de la crête. Et puis, vous voyez ici des îles au large. Et voici la photo, une photo correspondante du paysage de nos jours. Avec les troncs blancs des capucins morts, droits comme des épingles sur une pelote de couturière. Il y avait peu d'individus vivants, de différents âges,
mais c'étaient des arbres d'une grande noblesse. Alors voici, je ne sais pas ce qui s'était passé pour qu'il y ait une telle hécatombe, là, tous ces capucins morts qui piquent les flancs de la montagne. Leurs jeunes feuilles semblaient faites de satin vert ourlé de velours brun. Elles atteignaient 30 cm de long et poussaient en bouquet à l'extrémité des rameaux ligneux. Ils me rappelaient les arbres à Gutta-percha de Bornéo, mais je n'ai pas réussi à me faire une idée précise de leurs fleurs. Je m'entends de dire « il n'a pas de fleurs » ou bien « c'est une fleur rouge » ou bien « c'est une fleur blanche ». Chacune de ces affirmations, faites sur le ton le plus catégorique, venant de ceux qui vivaient en dessous. Tout le monde connaissait leurs noix, collectionnées comme des curiosités. Des fleurs furent envoyées par la suite en Angleterre et Sir Hooker en fit un genre nouveau et lui donna mon nom, Norcia sechelana. Alors, Norcia sechelana, c'est cet arbre qu'on appelle aussi capucin. Capucin parce que dans ces fruits qui sont ici, on observe une noix qui donne, on a l'impression de voir soit une tête de singe, soit une tête de moine. C'est pour ça qu'on appelle capucin. C'est la noix que je vous ai fait voir tout à l'heure sur la nature morte des différents fruits. Alors, Marianne Norse n'avait pas vu les fleurs. Les voici ici en photo. Et voici donc la graine du capucin. Alors, vous voyez, est-ce que c'est une tête de moine? Est-ce que c'est une tête de singe? C'est un petit peu laid, je ne sais pas. Des masses de jolibaves, ainsi appelés bambous grimpants, aussi appelés bambous grimpants en anglais, s'y accrochaient par l'extrémité de leurs feuilles, comme le fait Gloriosa superba, avec leurs inflorescences de graminées et leurs baies jaunes. De grands arbres raides, Wormia ferruginea, avec leurs fleurs blanches et leurs boutons veloutés bruns, et les jeunes feuilles du karma le plus profond, presque aussi longues que celles du capucin. Elles sont des plus remarquables par le haut de leurs pétioles élargies et soudées aux feuilles formant des coupelles dans lesquelles je trouvais toujours une réserve d'eau au petit matin qui abreuvait les jeunes feuilles tendres. Les feuilles plus mûres et plus ligneuses n'en ont pas besoin et s'en dispensent. Alors, voici le tableau correspondant. Alors, la jolivave, c'est ces plantes qui possèdent des vrilles qui peuvent s'accrocher aux différents supports, comme ici. Les vrilles se trouvent à l'extrémité des feuilles. Et puis, le wormia, avec ses coupelles à la base des feuilles, qu'on observe ici. Alors, voici la fleur du wormia, dont on verra tout à l'heure une photo. Et puis ici, un sphinx qui a été représenté également. Voici la fleur de wormia. Tout autour du sommet, et juste là, nous avons trouvé des népenthes en guirlande accrochées au buisson. 4 mètres plus bas, il n'y en avait plus du tout. Leurs tiges étaient pourpres et grosses comme le doigt et d'un aspect tellement inhabituel qu'un pépiniériste londonien aurait donné un nom différent à l'épais matelas qui recouvrait le sommet de la montagne. J'ai suivi quelques tiges et j'ai vu qu'elles étaient reliées entre elles et qu'elles n'avaient fait que s'adapter aux conditions locales. Les népenthes s'entremêlaient et pouvaient être tirées par mètres en semblant ne provenir d'aucune racine fixatrice, comme un tapis vert avec des taches rouges vues du dessus que faisaient les couvercles des urnes du karma le plus vif. Des centaines de fleurs mâles se dressaient au-dessus. Parmi elles, je trouvais quelques fleurs femelles, soi-disant absentes. Aux Seychelles, elles étaient encore considérées comme inconnues. Alors, voici ces népenthes. C'est donc la plante carnivore là, qui est munie d'une urne. Alors, l'urne se trouve ici, vous voyez, à l'extrémité de la feuille. C'est une dépendance de la feuille. Ça n'a rien à voir avec les fleurs. Ici, vous avez des grappes de fleurs mâles, plusieurs bouquets de fleurs mâles ici. Et les fleurs femelles n'ont peut-être pas été représentées parce qu'elles étaient beaucoup plus rares. Alors, vous voyez que Marianne Norse, vraiment a un œil de botaniste. Elle s'intéresse aux plantes. Elle s'intéresse aussi à ces plantes carnivores. Elle essaie de voir si elles possèdent des racines qui lui permettent de puiser des substances nutritives dans le sol
ou si elle se contente de la nourriture qu'elle piège dans ses urnes. Voici une autre photo de ces népenthes au sommet, se trouve plutôt au sommet de l'île de Mahé. Voici ces urnes avec les couvercles rouges. Alors, cette couleur est assez attractive pour les insectes et les insectes vont tomber dans l'urne et se noyer dans le liquide digestif qui se trouve au fond. Voici une autre photo d'urne de népenthe. Il y avait beaucoup d'autres arbres, aux noms encore inconnus, aux discrètes fleurs blanches, à peine colorées. L'une des rares exceptions est le coléa, dont les fleurs en trompettes jaunes sont portées par les troncs et les grosses branches. Alors, vous avez ici le tronc d'un coléa. Vous voyez les fleurs jaunes qui sont directement fixées sur le tronc. On dit que cette plante est cauliflore, c'est-à-dire que les fleurs sont portées par la tige. Et puis ici, à nouveau, des népenthes. Aux abords du sommet se trouvaient de belles touffes d'herbes brunes en fleurs, hautes comme les herbes de la pampa, et quantité de la magnifique Angræcum eburneum. Je vis l'une de ces splendides orchidées perchée sur une racine au creux d'une ravine où courait un filet d'eau dans lequel elle se contemplait, entourée de bégonias roses et de capillaires. Alors là, je vous refais voir Angræcum eburneum, la petite comète, qui existe aussi à La Réunion. De longues Vanilla phalaenopsis serpentiformes recouvraient les blocs et les branches avec leurs belles fleurs blanches et leurs gousses pendantes. Alors, même chose, je vous refais voir la vanille sauvage des Seychelles. Et voici maintenant Long Island, où Marianne North a été obligée de faire une quarantaine. Alors, Victoria, la capitale des Seychelles, est là. Et en face, vous avez des petites îles et une toute petite, c'est Long Island, où Marianne North a fait sa quarantaine. Il y avait eu 13 décès dus à la variole en janvier. Aussi, j'ai accepté de partir en quarantaine sur Long Island avec les C qui, eux aussi, voulaient rentrer. Je peignais sans discontinuer et profitais des superbes paysages et des merveilleuses couleurs de la mer. Alors, vous voyez, le confinement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, il y avait eu une épidémie de variole et Marianne North, pour avoir l'autorisation de prendre le bateau pour rentrer en Angleterre, a dû faire une quarantaine qui devait être réellement une quarantaine de 40 jours à l'époque. Et c'est là qu'elle a commencé à avoir des troubles nerveux, c'est-à-dire qu'elle était, bon, déjà elle était sourde, et en plus elle était paranoïaque, elle avait l'impression qu'elle allait se faire attaquer et tuer, qu'on allait lui voler son argent, et c'est là qu'elle a commencé à aller mal. Alors, est-ce que c'est à cause du confinement? Je ne sais pas, mais en tout cas, le confinement, ça n'est pas toujours très bon. Et pourtant, elle était dans de bonnes conditions. Regardez, de Long Island, elle voyait donc les autres îles de l'archipel. Alors, toujours ici un pandanus, ici peut-être un fil à eau, et ici un arbre que je ne reconnais pas. Et toujours ces beaux littoraux avec ces blocs de granit magnifiques. Voici une autre vue de Long Island avec ici probablement un crinum, des cocotiers, ici de nombreux cocotiers. Et voici une vue de cet archipel. Alors, je ne sais pas exactement où est Long Island. C'est une petite île, peut-être celle-ci. Un après-midi, j'ai entendu un remue-ménage dans les feuillages, non loin de l'endroit où je me trouvais sous les arbres, et vis un petit faucon, pas plus gros qu'une grive, attraper dans son bec un lézard vert. Il me défia du regard un instant avant de s'envoler avec sa proie. La queue du lézard est tombée à terre et a continué à frétiller. J'ai sorti ma montre pour chronométrer le temps pendant lequel elle a continué à bouger. Cela dura bien pendant une demi-heure. Et la dernière fois que la queue a bougé, ce fut à son extrémité. Et à ce moment-là, elle était complètement recouverte de petites fourmis noires qui l'emportaient morceau par morceau, non seulement dans le trou principal de la fourmilière, mais aussi par de petits orifices secondaires
qu'elles avaient fait dans une longue fissure dans le sol sec. Le lendemain matin, il ne restait rien de la queue. Alors ici, ce tableau où vous voyez un lézard vert. Un lézard vert. Alors, il s'agit de geckos diurnes qui sont magnifiques, qui sont verts. Geckos diurnes, comme on en a quelques-uns à La Réunion. Alors ici, vous avez aussi un sphinx. Et puis ici, vous pouvez reconnaître des graines de cascabel qu'on trouve aussi à La Réunion. Alors, les graines sont très toxiques. On peut en faire des colliers, mais ce n'est pas tellement conseillé. Alors que les feuilles sont très bonnes et ont un bon goût de réglisse et ne sont pas toxiques du tout. Alors ici, c'est une nature morte où Marianne Norse a représenté différentes plantes des Seychelles. Et ici, vous avez un fruit qu'on appelle casse-tête chinois, parce qu'à l'intérieur, il y a de nombreuses parties, qu'il est très facile de démonter, mais très difficile de remonter. C'est un vrai casse-tête chinois naturel. Voici la fin de ce journal virtuel. Alors, je remercie beaucoup Christine, qui est allée avec moi à la Galerie Norse à Londres, il y a 2 ans, en plein hiver. Monique Paternoster, qui m'a donné les photos des Seychelles qui correspondaient très bien au voyage de Marianne Norse. Et c'est tout à fait par hasard parce que Monique a fait son voyage bien avant que je prépare cette conférence. Griotte et Muriel qui avaient organisé un voyage pour faire des carnets de voyage à Madagascar et où j'ai pu prendre quelques photos qui rappelaient des scènes que Marianne Norse avait vues au 19e siècle. Et puis François qui m'a aidé à traduire le journal de Marianne Norse. Et son aide a été bien utile. Et puis vous tous, je vous remercie pour votre attention. Alors maintenant, vous pouvez rallumer vos micros et poser des questions. Comment? Voilà, alors je vous écoute si vous avez des questions. Nicole, Oui, Nicole, Elisabeth? je peux te poser une question. Au tout début de ta conférence, tu as parlé d'arômes qui émettent de la chaleur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, Parce que oui, ça m'a vraiment interpellée. oui, c'est vrai. Alors, Boris Saint-Vincent en avait parlé déjà en 1801. Il en avait parlé. C'est quelque chose qui était assez connu au début du 19e siècle. Et on pense que cette chaleur, elle permet à la plante d'émettre davantage d'odeurs qui attirent les insectes, qui favorisent la pollinisation. Mais c'est une chaleur qui est très sensible. Et on peut la sentir, non? On peut, oui. Il faudra faire l'expérience. Ah ben oui, franchement, ça m'a vraiment étonnée. Ok, je ferai l'expérience. Merci, Nicole. Voilà, ben je pourrais même t'envoyer ce que dit Boris de Saint-Vincent à ce sujet. Et il en a parlé avec Joseph Hubert. Okay. C'est quelque chose qui était très, très à la mode au début du 19e siècle. D'accord, merci. Bon, papaye. Bon, d'autres questions? Gracie, rallume le micro. Nicole, c'est oui, Yves. Et alors, à plusieurs reprises, tu as parlé du Nepenthes, Nortiana en particulier. Oui. Et curieusement, moi, je trouve qu'il a une forme d'aristoloche. Or, tu n'as pas du tout prononcé ce nom-là. Est-ce qu'il y a une différence entre aristoloche et Nepenthes? Ça n'a pas grand-chose à voir. Ah bon? L'aristoloche, c'est la fleur qui est spectaculaire. Oui. C'est la fleur qui est spectaculaire et la fleur n'est pas carnivore. Elle peut enfermer des insectes momentanément parce que les insectes vont rentrer dans la fleur et ils auront du mal à ressortir à cause de poils qui sont dirigés vers l'intérieur. Et les insectes prisonniers vont faciliter la pollinisation. Mais ensuite, quand la fleur fane, les poils se couchent et l'insecte pourra ressortir et puis il pourra se faire prendre à nouveau dans une autre aristoloche. Tandis que le Nepenthes, c'est une structure qui dépend de la feuille, ce n'est pas la fleur. Et alors là, dans cette urne, il y a un liquide digestif
dans lequel l'insecte va se noyer et va être digéré. Et les nutriments vont pouvoir être absorbés par la plante. Bravo, hein, cette différence, jamais je ne l'aurais faite moi-même. Mais tu n'es pas botaniste. Ah ben non, mais bravo, justement, hein, j'admire. Merci. Nicole, il y a combien de sortes de Nepenthes? Parce que tu sais que j'en ai dans mon jardin. Ah ben non, Et je j'aimerais savais savoir pas. ce que c'est. Tu sais, ah bon, eh ben, je te montrerai la prochaine fois. Et j'aimerais savoir si c'est des Northiana. Ah non, je pense pas, non. Ça m'étonnerait. C'est des Mais Nepenthes du commerce. écoute, les petites urnes font bien 10-12 cm de haut. Et Ah ben sinon, non, mais en Nouvelle... Oui. Sinon, en Northiana, ça fait un Nouvelle-Calédonie... pied. Pardon? Northiana, ça fait un pied de long, c'est 30 cm. À 30 cm, ok. En Calédonie, il y en avait énormément. Et il y en avait qui faisaient bien 25-30 cm aussi. Bon, mais Ça pour les peut- Oui. tiens, c'est probablement des Nepenthes du commerce qu'on trouve facilement. Tu peux peut-être trouver sur Internet. D'accord, ok. Voilà. Alors, Elisabeth, pour plaisanter, tu parles des petites urnes, mais non, c'est ces petites burnes. Ah, Non, bah ça alors. n'a pas cette forme-là. Bon, ça dégénère. Ça devient coquin. Ça devient Oui, ça coquin. dégénère. Bon. D'autres Bon, alors, s'il te personnes faut encore une autre question, j'ai appris une autre chose qui m'a fort étonné. C'est le mot stipe qui m'a posé question. Je me disais, tiens, pourquoi ce mot-là n'a-t-il pas été traduit de l'anglais? Or, en fait, le mot est tout à fait français, d'après ce que j'ai pu vérifier. Et en fait, c'est des troncs. Le stipe pourrait aussi être traduit par faux tronc. Et donc, Oui, les c'est ça. filières arborescentes, par exemple, même les champignons, paraît-il, on emploie le mot stipe. Donc, me voilà renseigné. Et désormais, donc pour le bananier, par exemple, eh ben, je ne coupe pas le tronc du bananier, mais je coupe le stipe du bananier. Tu as raison. Tu as raison, c'est tout à fait ça. Le palmier, ça n'est pas un vrai arbre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le tronc n'est pas formé de vrai bois et c'est pour ça qu'on l'appelle un stipe. Pour une fougère arborescente aussi, c'est un stipe. Bah dis donc, voilà, me voilà renseigné, merci. Puis de science. Je suis très impressionnée. Bon, alors, je rajoute encore quelque chose. Un mot à propos justement de tous les textes que Christine a lus, fort bien d'ailleurs, hein, bravo pour la lecture, c'est d'une grande qualité, tu as une grande qualité de lectrice, Christine, que nous C'est saluons. pour ça que je l'ai choisi. Je le comprends bien. Alors, en fait, bon, Marianne North était une excellente peintre et on a pu avoir les yeux vraiment régalés de la qualité de ces peintures-là, mais on peut constater aussi que c'est une très bonne écrivaine. Et la question que je me pose, comment pouvait-elle faire pour rapporter autant de détails liés aux lieux qu'elle visitait et puis tout ce qu'elle voyait? Est-ce qu'elle écrivait en marchant? Est-ce que tu as une idée de cela? Ou bien est-ce qu'elle recomposait à la maison? Je suppose qu'elle écrivait le soir quand elle rentrait chez elle parce que dans les pays tropicaux, il pleut pas mal et quand elle était obligée de rentrer chez elle parce qu'il pleuvait, elle avait le temps d'écrire. Alors, dedans, il a fallu le mémoriser parce que d'écrire, par exemple, une petite chose qu'elle découvrait à ses pieds, à un endroit avec les rochers, etc., ou alors elle a réinventé en fait les décors dans lesquels elle écrivait, je pense. Pas. Elle écrit vraiment comme une peintre parce qu'elle donne beaucoup de détails de couleurs, de textures, etc. Ah oui. Aïe, viens de là. Très bien. Bon, personne ne veut poser d'autres questions? Lucien, Brigitte? Ben, nous, on est émerveillés par ce que tu nous as raconté. On découvre. Est-ce que vous êtes allé aux Seychelles? Choses. Il faut aller voir la galerie. Voilà, oui, alors il faut aussi aller voir la galerie de Marianne North dans les jardins de Kew.
Bon, Gracie. Alors, si tu veux une autre question, j'en ai encore une, parce que toi, tu es tout de même l'historienne des aventuriers voyageurs, hein, 18e siècle en particulier. Est-ce qu'elle a rencontré, parce que tu n'en as pas fait mention tout à l'heure, des personnages comme ceux que tu as évoqués, du Petit Thouars ou Boris de Saint-Vincent, ton cher ami Boris de Saint-Vincent? Est-ce qu'il y a Alors eu des non, rencontres entre eux, les aventuriers voyageurs dont je parlais là à l'instant, et Marianne North elle-même? non, non, elle n'a pas rencontré Boris Saint-Vincent parce que Boris Saint-Vincent, il a fait son voyage à La Réunion en 1801. Et Marianne North, c'était 1883-84 aux Seychelles. Ah oui, d'accord, Non, d'accord. non. Et puis, bon, j'ai parlé aussi du Petit Thouars, c'était bien avant. Non, non, ça, les gens auxquels je me suis intéressée, c'était plutôt au 18e siècle. 18e. Oui, oui, Et puis d'accord. après, bon, mais il a fallu s'intéresser au 19e parce que j'avais à peu près épuisé le 18e. Et Hmm, c'est pour ça que je me suis intéressée à Marianne North. Mais non, d'accord. non, c'était bien après. Ok, bon, merci. Mais comme elle était quand même très cultivée, elle avait entendu parler de beaucoup de choses. Et puis, grâce à son père, elle avait rencontré des botanistes, vraiment des botanistes très, très compétents. Et puis, quand elle visitait les jardins botaniques, comme elle avait des lettres de recommandation, eh bien, la visite était faite par le directeur du jardin botanique lui-même. Ah, ok. Et en plus, c'était quand même une bonne observatrice et une bonne scientifique, hein. On l'a vu à plusieurs reprises. Oui, 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 oui. Alors, justement, une question qui me vient par rapport à ce que tu dis là. Elle avait une fortune personnelle parce que quand même, pour voyager comme elle l'a fait, tous ces tableaux, j'imagine qu'elle ne les vendait pas, donc il n'y avait pas de ressources financières de ce côté-là. Non, non, elle avait une grosse fortune. Elle avait une très, très grosse fortune, oui. Ah, Parce que c'est elle qui a payé la galerie. C'est elle qui a payé le bâtiment. ah oui. Elle a Ah, fait oui. don de tous ces tableaux. Alors, il y a le tableau des perroquets, là, je vous ai dit, il faisait partie d'une collection privée. Je Mhm. pense qu'elle a donné certains tableaux aux gens qui l'avaient hébergé. D'accord. Voilà. Non, elle avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'elle était reçue dans les meilleures conditions par les gouverneurs, par les rajas, elle était toujours reçue dans les plus grandes maisons et elle pouvait toujours rencontrer les gens les plus compétents en botanique des différents pays où elle allait. D'accord, je comprends. Donc, elle avait de l'argent, mais elle l'utilisait très bien. D'accord. Très beau. Alors, si tu en veux une encore, justement, la dernière photo là où tu remercies tout un chacun, c'est un coco-fesse. À ma connaissance, l'intérieur n'est pas comestible. Est-ce que j'ai faux dans ce que je dis ou est-ce vrai? À ma connaissance aussi, ça ne se mange pas. Ah bon, d'accord. Mais peut-être c'est pas très bon, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, ça ne se mange pas. D'accord. Bon, ben donc c'est bien. Merci. Moi, je pense que ça se mange en fait, hein. Je pense que c'est même très recherché. Ah bon? Oui, oui, oui. Qui me dit ça? C'est Philippe. C'est Philippe, alors j'arrive pas à le voir. Voilà. Ah, c'est Philippe Tardif. Oui, c'est ça, Philippe Tardif. D'accord. Ben moi, Oui, j'en ai jamais on a mangé. J'en ai jamais mangé. Ici, par exemple, je sais qu'on peut manger l'intérieur des pommes lataniers, mais c'est pas délicieux, hein. Non, non, il paraît que c'est comme c'est encore plus riche que les noix de coco et c'est très recherché, mais comme les Seychellois sont très jaloux de leur fameuse coco de mer, ils ne l'exportent pas. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est mangé dans des cérémonies très, très particulières. D'accord. Ben, j'ai jamais été invitée à ces cérémonies. J'ai jamais mangé ça. Parce que Oui, justement, les Seychellois sont très jaloux de leurs coco-fesses. ouais, tout Et à en fait. général, ceux qu'ils vendent sont vides.
ils ont été vidés. Ils les ont Exactement. coupés en deux et puis recollés. Exactement, ouais, tout à fait. L'intérieur est vide, mais c'est aussi pour mieux les Catherine vendre. va intervenir. Ça pèse très lourd. Tout à fait, ouais. Ouais. Oui, effectivement, le coco-fesse, ça se mange, c'est très prisé des Asiatiques. Et c'est pour ça que c'est même en voie de disparition dans la vallée de Mai, parce qu'il y a beaucoup de braconnage pour le vendre aux Asiatiques. Ça a des vertus aphrodisiaques. Ben oui, avec la forme, c'est sûr que c'est une forme aphrodisiaque déjà. Peut-être pas vrai, mais ça inspire. Bon, c'est Catherine qui parle, mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas, Catherine. Non, parce que j'avais coupé ma vidéo. Voilà, Ah bon. je suis là. Ah, ben, je te vois, ça y est. Ça y est, ben, merci pour cette précision. Et moi, je suis allée aux Seychelles il y a quoi? Il y a moins de 10 ans et je regrette de ne pas avoir eu un œil plus attentif sur la botanique, mais j'étais entourée de personnes… D'incompétents notoires? Si tu veux, oui. Ils étaient compétents dans d'autres domaines. Mais oui, alors, c'est ça qui est amusant parce que Monique, que je remercie, Monique Paternoster, elle travaille au Jardin botanique ici et elle a fait le voyage avant que je prépare cette conférence. Et puis, je lui ai dit, ben, tu as peut-être des photos qui pourraient m'intéresser. Et je me suis aperçue qu'elle avait eu à peu près le même regard que Marianne Norse, plus de 100 ans avant. Aussi bien pour les paysages que pour les plantes. Ben, Catherine, il faudra que tu retournes aux Seychelles maintenant. Je vais surtout regarder plus attentivement mes photos. Ben oui, et puis tu m'enverras. Parce que quand on était à Pralin, voilà, je vais peut-être redécouvrir des choses auxquelles je n'avais pas fait attention sur le moment. Voilà, et bien tu sais que pour la conférence, là, tu pourras la voir en vidéo prochainement, je t'enverrai le lien. Oui, ben, ça intéressera les enfants aussi. Hein. Mais oui, oui, oui. Alors pour tout le monde, Catherine, c'est ma petite sœur. Et elle est prof de SVT aussi. Ah, ok. Voilà, elle est prof de SVT aussi, mais elle travaille toujours, elle. Ben oui, un peu confinée. Voilà, d'autres remarques? Bon, ben, si personne n'a plus rien à dire. Alors, tout de même, pour déborder, parce que ce sera la dernière conférence comme cela, visioconférence pour les amis de l'université. Donc, merci Nicole vivement pour y avoir participé. Nous projetons de faire peut-être des sorties sur le terrain désormais, puisque nous avons cette autorisation-là. Et Thérèse, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, nous propose une observation à l'Observatoire des MAC. Es-tu toujours là, Thérèse? Oh, super. Oui, Thérèse, tu pourrais dire un mot à ce sujet? Alors, il est possible qu'elle nous ait quittés. Je ne sais pas trop. On va vérifier. Non, je suis là. Ah ben alors voilà, Thérèse, dis-nous un mot à propos de ce projet jeudi 25. Alors, jeudi 25, il y a les soirées publiques à l'Observatoire des MAC. Elles reprennent depuis, elles reprennent depuis déjà une semaine. Et j'ai vu qu'il restait encore 40 places disponibles pour cette soirée. Donc, je propose, vous n'étiez peut-être pas au courant, donc je vous informe d'abord qu'il y a possibilité d'aller observer de 20h à 23h. Donc, alors, je n'ai pas encore téléphoné à Claudie, la responsable des soirées, mais je vais lui en parler. Et puis, pour moi, il n'y aura pas de problème, c'est évident, parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible pour nous. Donc, de 20h à 23h, il y a une soirée publique. Et en ce moment, le ciel est magnifique. C'est-à-dire que c'est le plus beau ciel de l'année, on va dire. Mais évidemment, il faut qu'il fasse beau. Hier, par exemple, il y avait quelques nuages, donc ce n'était pas terrible. Mais quand il fait très beau, le ciel est magnifique. Bon, il fait très froid, ça c'est sûr. Et puis, donc, ciel magnifique avec quelques planètes, Jupiter, Saturne, pour clôturer la soirée. Donc, je vous le recommande. Donc, je vais téléphoner à Claudie pour vous donner le numéro de téléphone afin que vous puissiez vous inscrire si cela vous intéresse.
Voilà. Alors, Thérèse, donc, tu as la parole. Tu peux continuer à propos de l'exposition qui sera faite donc, au musée du Volcan avec Philippe Mérine. Oui, ben, j'ai reçu une invitation, effectivement, à 14h30. Ben, je n'ai pas trop lu, j'ai regardé vaguement. J'ai vu qu'il y avait une exposition de Philippe Mérine sur le Python des Neiges. Et c'est samedi après-midi, ça commence à 14h30. Donc voilà, mais je n'ai pas approfondi la chose. Hein. J'ai eu le mail, j'ai eu l'invitation et c'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Je n'ai pas été plus au courant. Voilà. C'est sur invitation, c'était une invitation. Hein, donc je pense que… Bien. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous tiens au courant pour les maths si vous n'êtes pas transi. Hein, parce que c'est habillé, hein, c'est l'hiver. Hein. Il fait combien au Mac? Je ne sais pas, mais à vrai dire, je suis habillée comme pour le ski, hein, pour avoir à peu près chaud. C'est-à-dire salopette, double couche en bas, 6 couches, 5 couches en haut. Bon, quelle température? 10 degrés. D'après Albert, à peu près, hein, au ressenti, 10 degrés. Bon, pour nous, c'est froid, évidemment. 10 degrés. Donc. Mais ça vaut le coup, s'il fait beau. Voilà, jeudi. Fort bien. Alors, de manière régulière, évidemment, tenez-vous au courant. Les lettres d'information sont faites pour cela et nous essaierons de faire en sorte que des sorties sur le terrain soient plus nombreuses. J'ai déjà aussi contacté Pascal Moignoux qui pourrait nous emmener à l'Îlette à Guillaume, dont c'est la spécialité, sachant que la conférence qu'elle devait donner à Saint-Pierre en mars n'a pas pu se tenir. Donc, on pourrait faire en inversé, aller d'abord sur le terrain et puis nous aurons la conférence au cours du second semestre quand elle sera reprogrammée. Voilà. Donc, merci encore à tous et particulièrement à Nicole avec son assistante Christine. Bonne soirée, au revoir et à bientôt. Au revoir et merci. 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 Bye bye. Bye bye. Merci Christine. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. À vous aussi. Superbe. Merci. Allez.